soir, bonjour. Je suis ravi de recevoir au premier titre le directeur de l'ESCE, mais surtout et avant tout l'agent double, c'est-à-dire celui qui mène une carrière parallèle, une carrière d'écrivain et de romancier, et qui est depuis toujours un amoureux des livres. Alors si j'ai décidé de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un bouquin qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur aussi, c'est Le Château de Kafka, et pour discuter des rapports entre la littérature et le management. On a l'habitude de penser la littérature avec la philosophie par exemple, mais beaucoup moins sous l'angle du management, de l'organisation. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur cet apport de la littérature à l'organisation, à la théorie du management? D'abord, bonjour. D'abord, je suis ravi d'être présent. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus en tant que lecteur que j'interviens qu'en tant que directeur de l'ESCE. Bien que pour moi, dans les deux cas, il s'agit beaucoup de l'expression par les mots. Et ce qui se voit dissimule souvent ce qui se montre. Et pour ça, la littérature est un long apprentissage, finalement, de la possibilité d'interpréter à longueur de temps la parole de l'autre, comme la parole de soi au sein de l'autre en soi. Et je pense que je ne sais pas si la littérature et le management sont liés, la littérature et l'entreprise. Moi, je pense que l'entreprise est un lieu de vie comme un autre. Comme je pense que la lecture est une activité qui permet de se retrouver soi-même. Finalement, on écrit le texte qu'on lit. Comme d'ailleurs, on dit souvent que l'auteur lit le texte qu'il propose. Donc on pourrait dire que comme l'entreprise est un lieu de vie comme un autre, l'entreprise est aussi la représentation que chaque individu qui compose cette entreprise, qui est d'abord une organisation humaine, se fait de cette entreprise. Donc l'entreprise, certes, est une organisation qui a pour but souvent de produire ou de délivrer un service, mais c'est d'abord une organisation humaine où chacun joue un rôle, et cette entreprise est une fiction, finalement, dans sa représentation qui est là pour chacun des acteurs de l'entreprise. C'est intéressant, chacun joue un rôle dans une fiction, qui est une sorte de théâtre, où s'organisent les relations, qui sont des jeux aussi. Tout à fait, et dans une relation d'ailleurs qui est des fois tout à fait personnelle, qui n'est pas forcément énoncée en tant que fiction, puisque moi si je travaille à l'ESCE, ce n'est pas une fiction, mais il n'empêche que travailler dans une école, c'est pas de travailler dans l'industrie pétrolière, qui n'est pas de travailler dans l'édition, et quand vous travaillez dans l'édition, travailler chez Gallimard, c'est pas travailler au seuil, et il y a une culture organisationnelle, il y a un monde dans lequel vous pénétrez. Donc on en parlera d'ailleurs par rapport au lien avec la littérature. Et c'est vrai qu'on a chacun une représentation de l'entreprise dans laquelle on évolue. Ouais. Comme, je pense, un roman, un récit. Il y a une foule de personnages, ou très peu d'ailleurs, peu importe. Il y a un construit organisationnel, puisqu'il y a des personnages qui évoluent, qui se rencontrent, qui se croisent, qui s'entrecroisent. Et c'est une fiction. Donc il n'y a pas de raison que la fiction que l'on peut avoir de la représentation de l'entreprise par rapport à la fiction que l'on peut imaginer en lisant un roman n'ait pas de lien. Et j'aurais tendance même à dire, et là je m'adresse à vous étudiants, que lire des romans permet de mieux comprendre l'autre en soi comme l'autre en tant qu'altérité. C'est de mieux comprendre pourquoi, parce que ça permet de ne pas se bloquer et d'interpréter finalement ce qui se passe comme si c'était un roman. La vie est un roman, l'entreprise est un roman. Et donc, au jeu de la vérité, on pourrait dire que finalement, la fiction est aussi bien dans l'entreprise que dans le récit. Et lire permet de se nourrir finalement de situations qui sont parfois d'ailleurs tirées du vécu de l'auteur, parfois imaginées, mais tout ça c'est un construit. Et ce construit, avec ces personnages, ils ont une matière, ils ont une vie d'ailleurs souvent qui échappe à l'auteur lui-même, et donc le lecteur lui-même prend connaissance finalement de personnages qu'il, quelquefois, et par nature même, il a rencontré ou rencontrera dans sa vie, même dans l'entreprise. Et en tout cas, ça permet de ces micro-fictions que compose l'entreprise, micro-fictions en tant que, finalement, tout salarié a un regard, une relation personnelle, complexe, par rapport à l'entreprise dans laquelle il évolue, d'ailleurs qu'elle soit douloureuse ou pas, cette relation, eh bien, les personnages de romans sont aussi des micro-fictions de l'auteur et de l'écrivain, et du lecteur, donc, qui va lire ces fictions. Donc, en fait, l'entreprise est la fiction de chaque acteur qui la compose. Alors justement, si on doit parler d'entreprise comme fiction,
Pourquoi ne pas parler directement du château, qui est la fiction type, hein. Le château, c'est le point qui surplombe l'histoire avec K. Et je vous remercie parce qu'en fait, me demander de parler du château, c'est me demander de parler d'un monde qui ne m'appartient pas et qui nous appartient tous. C'est un monde universel. D'ailleurs, le château, das Schloss, n'existe pas en tant que tel. Je voudrais commencer tout simplement par raconter l'histoire de ce livre, très modestement, qui est inachevé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas fini, mais que Kafka n'a pas pu achever pour des raisons liées à sa maladie, et il est mort en 1924. Je vous rappelle que Kafka est né en 1883, donc il a écrit quelques romans, un peu, beaucoup de nouvelles, et Le Château est son dernier roman qu'il a laissé inachevé. Inachevé parce qu'il ne voulait pas le clore, il voulait laisser, alors vraiment pour le coup, l'interprétation du lecteur jouer à plein, dans la forme qu'il nous livre. Qu'est-ce que le château ? Le château, c'est une histoire banale. C'est K. Alors K comme Kafka, peu importe, c'est K. Mais souvent, chez Kafka, c'est l'initiale K. Qui arrive un soir dans une auberge. L'auberge du pont. Et il rentre dans une salle et il se fait connaître comme l'arpenteur. L'arpenteur, celui qui mesure les écarts. Et il dit que le château l'a convoqué pour mesurer. Et dans un premier temps, on le regarde de manière étrange, c'est un étranger. Tout le monde a l'air assez soudé, il y a beaucoup de bruit. Et on lui dit que le château n'a pas demandé d'arpenteur. Donc, Kafka nous dit que finalement, ce livre ne peut pas exister, il ne va pas être écrit. Et puis, le château rappelle, on apprendra plus tard qu'il n'y a pas de liaison téléphonique très fiable entre le château et l'auberge. Enfin, en tout cas, le château appelle pour dire qu'il reste. Et l'histoire du château, c'est l'histoire de K qui essaie de rejoindre un lieu hypothétique, virtuel, qui serait le château, habité par des fonctionnaires. Les messieurs. Les messieurs, notamment le fonctionnaire Clam, qui l'aurait fait venir, et qu'il va chercher à rencontrer. Et tout le château, tous les personnages vont essayer de faire comprendre à K, vont essayer de faire comprendre au cours du livre à K. Il n'y a pas une scène qui ne se passe sans K. Donc K est l'auteur, c'est le château lui-même, c'est une quête identitaire. Hein. D'ailleurs, dans le château, à un moment, il est marqué, quand K regardait vers le château, il lui semblait regarder vers lui-même. Donc en fait, Kafka même nous désigne que le château n'est qu'une quête identitaire dans un monde étranger. Et tout le monde va le dissuader de rejoindre le château et surtout lui montrer l'impossibilité qu'il y a à rejoindre le château. Puisque dès qu'il emprunte le moindre chemin qui y mènerait, on lui explique que ce n'est pas le bon chemin. Lorsqu'il cherche à rencontrer Clam, on dit qu'il l'a peut-être rencontré. Mais que l'apparence de quelqu'un change en fonction de l'humeur de celui qui le regarde. Comme si en permanence, tout était fait pour qu'il ne puisse pas réaliser sa quête. Alors, il ne peut pas réaliser cette quête, mais à la fois il les réalise. Car comme dit Kafka, il n'y a pas de but, il n'y a qu'un parcours. Et dans le château, la forme du château, finalement, peu à peu s'étend. Et dans cette impossibilité qu'a K de rejoindre et de rencontrer les fonctionnaires du château, peu à peu il s'humanise, puisqu'il n'est livré que dans son objectif. Il est baladé par tous les personnages qu'il rencontre. Et je voudrais dire, enfin excusez-moi, je suis un bavard, mais pourquoi c'est lié à l'entreprise ? Pour une raison très simple. C'est quand, et j'en ai fait l'expérience personnelle, comme beaucoup, quand vous arrêtez dans un groupe nouveau recruté, vous êtes une forme de cas en quête identitaire. Et on vous raconte des histoires. Chacun raconte son histoire de l'entreprise, sa relation à l'entreprise. Et tu verras qu'un tel te dira cela, mais ce n'est pas vrai. Et tu verras qu'à un moment est arrivé, on vous êtes dépositaire peu à peu d'une culture organisationnelle qui peu à peu va faire, de la transmission, va faire de vous quelqu'un de l'entreprise. Mais vous êtes aussi étranger à tout ce qui se passe. Et vous jouez. Vous jouez un jeu de la vérité, parce que vous ne jouez pas au sens cynique, mais vous jouez parce que vous devez vous adapter en permanence à un monde qui, au départ, n'est pas le vôtre,
avec des codes, des règles, qui sont faits pour vous empêcher, finalement, vous empêcher. Vous aliénez un peu votre propre liberté d'homme, parce que vous devez épouser une culture organisationnelle. Et quand vous voulez rencontrer un des messieurs dans l'entreprise, c'est-à-dire un des patrons, on pourrait dire, quand vous en croisez un, il vous dit qu'il n'est rien, que lui-même n'est qu'un modeste artisan du système, que ce n'est pas lui qui prend les décisions, que c'est quelqu'un d'autre. Et quand vous dites, mais j'ai rencontré un tel, et on vous dit, ah ben oui, c'est le grand patron, mais il ne me l'a pas dit. Et donc, finalement, cette quête identitaire et spirituelle et métaphysique dans le château est une quête, j'allais dire, humaine, aussi dans l'entreprise. Dans une relation personnelle. Excusez-moi, je suis un peu long. C'est très intéressant, c'est pour ça que je vous laisse continuer, mais c'est comme s'il n'y avait jamais de dedans, en fait. On est un étranger, on arrive dans une organisation, on pense qu'on va pouvoir arriver au cœur de cette organisation, mais ce cœur n'existe jamais. On est toujours à la périphérie, en train de rechercher des informations. Ouais. Je pense que ce n'est pas complètement faux. Mais on est à la périphérie toujours de soi-même. De toute manière. C'est-à-dire qu'en fait, le fond de la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on cherche. Et on ne sait pas, on ne s'interroge pas. Parce que l'important, ce n'est pas la réponse à une question qu'on se pose. C'est l'espace du questionnement qui se déploie en soi. Et en fait, le sens en tant que tel porte une parole dont le sens n'est jamais la contrepartie. Comme l'entreprise, le fait d'agir dans le monde, quoi qu'on fasse, on sera toujours insatisfait par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Comme l'écrivain, quoi qu'il écrive, sera toujours insatisfait à la quête de quelque chose qu'il semble des fois toucher ponctuellement, mais qui lui échappe immédiatement et qui fait que toute réalité, tout texte, toute action n'est jamais qu'un relanceur dans le réel pour qu'un autre possible existe. Justement, Jean, je vous propose d'écouter maintenant un étudiant de l'ESE qui va nous lire un passage du château. Comme ça, les étudiants pourront se familiariser avec le texte, où il est question de l'étrangeté, de l'étranger, dont on a parlé, et puis de ce chemin initiatique qui devrait nous amener à un point déterminé, et en fait qui nous détourne, puisque la scène qu'on va entendre, c'est K qui se retrouve à l'auberge avec Frida, qui est celle qui va épouser. Alors, il y a 2 jours auparavant, il n'en était même pas question, c'est tout nouveau. Non, ce qui est étonnant dans cette scène que l'étudiant va lire, et là on va le voir tout de suite, de mémoire, c'est la première conversation avec l'hôtesse. Exactement. Et K est dans sa chambre avec Frida, qu'il a rencontré 2 jours avant. Le château, tout le déroulement, c'est sur 6 jours et 6 nuits. Et là, on est dans le village. On est dans le village, dans l'auberge. On n'est pas l'auberge, il y a l'auberge des messieurs, là, l'auberge du pont. Où finalement, c'est le centre opérationnel, c'est les ouvriers qui sont là. Les messieurs, il y a une auberge qui leur est réservée. En fait, c'est les mêmes qui sont là-bas. Et ce qui est étonnant, on va le voir, c'est que l'hôtesse s'adresse à K assez vivement, à la Frida, et déjà K ne s'étonne pas du fait que l'hôtesse soit dans sa chambre. Il pourrait dire « qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ?» Jamais K prend toujours le sens qui lui est signifié de manière littérale. Il a une source de pouvoir énorme qui serait de questionner, et au lieu de questionner, il reste en retrait. Alors écoutons, et puis commençons. Vous êtes un homme d'honneur, dit la patronne. Elle avait aussi des larmes dans la voix et l'air assez mal en point. Elle respirait difficilement, mais trouva encore la force de poursuivre. Il va seulement falloir songer maintenant à certaines garanties que vous devez donner à Frida, car en dépit de la considération que j'ai pour vous, vous êtes tout de même un étranger. Vous ne pouvez vous recommander de personne, votre situation privée est inconnue ici. Des garanties sont donc nécessaires, vous le comprendrez, cher monsieur, puisque aussi bien vous avez vous-même souligné tout ce que Frida perd, malgré tout en se liant à vous. Certes, des garanties, naturellement, dit K. Le mieux sera sans doute de les produire devant le notaire, mais peut-être que d'autres services du comté s'en mêleront également. Du reste, moi aussi, il faut encore absolument que je règle quelque chose avant le mariage. Il faut que je parle à Clam. C'est impossible, dit Frida, en se redressant un peu et en se serrant contre K. Quelle idée! Il le faut, dit K. Et s'il m'est impossible d'y parvenir, il faudra que tu t'en charges. Je ne peux pas, K. Je ne peux pas, dit Frida. Jamais Clam ne parlera avec toi.
Comment peux-tu seulement croire que Clam parlera avec toi ?» ?»« Et avec toi, il parlerait ?» demanda K. « Non plus, dit Frida. Ni avec toi, ni avec moi, c'est strictement impossible. » Et se tournant vers la patronne en écartant les bras, Frida ajouta « Voyez un peu, patronne, ce qu'il exige. »« Vous êtes étrange, monsieur le géomètre, dit la patronne. Elle s'était redressée sur sa chaise et était maintenant effrayante, avec ses jambes écartées et ses gros genoux pointant sous sa jupe mince. « Vous exigez l'impossible. »« Pourquoi est-ce impossible ?» demanda K. « Je vais vous l'expliquer. » Quand on revient sur ce que vous étiez en train de dire, Jean, c'est exactement ça. Quand l'hôtelière lui parle, il approuve d'une certaine façon. Il dit évidemment c'est étrange, il est d'accord avec elle. Il ne comprend pas les sous-entendus, le sous-texte. Il accepte un discours qui, pour cohérent qu'il paraisse, est en fait délirant. En fait, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue pour des raisons très simples. C'est un peu comme dans la quête du Graal de Perceval. Quand Perceval aperçoit le roi pêcheur sur une barque, d'où perle du sang? Il pourrait dire, roi pêcheur, pourquoi du sang perle-t-il de votre lance alors que vous êtes sur une barque? Il ne le dit pas, comme K avec l'hôtelière, ne rebondit jamais sur le signifié qui lui est énoncé. Pourquoi? Car on ne questionne l'évidence que de son propre côté. C'est l'espace du rêve. Il n'y a pas de dialogue. K rêve. Qu'il rêve. Il reste dans l'espace de l'évidence du rêve. On ne questionne le rêve jamais qu'en rêvant. Et K a tendance à s'assoupir en plus régulièrement. Toujours, dès qu'il doit poser une question importante, c'est génial parce que, et je vous invite vraiment, chers étudiants, faites-moi plaisir, achetez le château de Kafka et lisez le château. Chaque fois que K devrait poser une question à un soi-disant monsieur du château ou un de ses secrétaires, mais on ne sait pas si les secrétaires ne sont pas les vrais messieurs, eh bien, il s'endort. Il s'endort parce que, et peu à peu, d'ailleurs, naît une forme de lassitude. Et d'ailleurs, K, peu à peu, devient comme un villageois. Au départ, il est très véhément, mais peu à peu, le village le happe, et sa quête, finalement, qui est de se faire reconnaître par chaque élément du village, produit un effet sur la vie du village qui se questionne plus qu'il ne se questionnait avant qu'il n'arrive, comme d'ailleurs un nouvel arrivant dans une entreprise est un artisan du changement en tant que tel, puisqu'au départ, il fait presque peur. Il n'est pas dépositaire de la culture organisationnelle, il n'a pas travaillé dans cette entreprise. Est-ce qu'il va s'y adapter? Est-ce qu'il ne va pas révolutionner plein de choses? Et l'important, c'est de parler le même langage que les autres, tout en étant toujours un artisan du changement et sans se faire prendre par cette gangue qui peu à peu vous assoupit. Alors c'est intéressant parce que dans le texte, il y a plusieurs occurrences au mot étranger ou étrange, et il y en a également à impossible. 3 occurrences à chaque fois. C'est intéressant, ça se répond. C'est-à-dire que c'est comme si l'étranger, c'est celui qui demandait l'impossible, parce qu'il ne partage pas le langage commun, et donc il invente une nouvelle langue. Mais ce que vous dites est remarquable. C'est vraiment remarquable par rapport au château. Puisqu'en fait, il n'y a pas de dialogue, parce que K, dans sa quête, veut faire émerger la forme même qui lui permet de parler. C'est comme si quelqu'un voulait voir ce qu'il faisait voir. C'est comme si quelqu'un ne supportait pas, par son urgence, parce qu'il y a une urgence en lui, comme s'il y avait une énorme impatience, il ne supporte pas qu'il y ait une dérivée du temps. Et comme s'il fallait que tout soit là tout de suite, maintenant. Mais on mourrait si c'était le cas. Et en fait, cette pulsion finalement qu'a K de vouloir se voir révéler le château, qui n'est qu'en fait que ce village, le château c'est qu'une construction, et qu'il désigne toujours comme le château, c'était comme si c'était la forme même impossible à saisir, puisque quand vous parlez, elle agit en même temps, mais elle n'est pas séparée de l'expression. S'il n'y a que de l'origine et qu'il n'y a pas d'expression, il ne se passe rien. Et si cette expression est là, finalement, il n'y a qu'une relation à l'origine, mais il n'y a pas l'origine en tant que telle. Et dans sa quête folle, Kafka, et K, pourrait-on dire, voudrait qu'il y ait une simultanéité de la parole dite de manière absolue dans la forme même qui lui permet de s'accomplir. Et c'est une quête qui peut arriver à l'entreprise. C'est pour ça que je donne un conseil aux étudiants.
un conseil réel. J'ai travaillé plus de 10 ans dans l'industrie pétrolière, 20 ans à l'ESCE. J'ai managé beaucoup de personnes. Il faut savoir écouter, ce que je ne sais pas assez faire. Il faut savoir écouter et surtout toujours respecter l'autre. Ne pas aller trop vite. Parce que seul, on peut aller loin, mais ensemble, on accomplit quelque chose dans l'entreprise. Et souvent, l'entreprise, pour les jeunes notamment, est trop une forme de volonté de compétence, ou volonté d'ego, de réalisation, de se faire reconnaître. Et en fait, le travail en équipe compte énormément parce qu'il apporte du bonheur, tout simplement, et de la simplicité. Donc voilà, c'est un petit message que je voulais, mais vraiment lire est quelque chose d'important. Et par rapport au jeu de pouvoir, à la quête identitaire, une lecture entrepreneuriale du château est possible. Comme d'ailleurs, mais ça sera peut-être une autre leçon, mais leçon pas au sens lexio, le sens étymologique, c'est-à-dire d'interpréter. J'aimerais bien qu'on parle une fois de Musil, aussi de Mousil, sur la question de la motivation dans L'homme sans qualité de Mousil, ou la question de la communication dans l'œuvre de Kawabata. La littérature permet de comprendre l'autre en soi-même et en tant qu'altérité. C'est fondamental. Alors je suis un peu long, je m'excuse, mais faites-moi l'amitié de lire Le Château et venez m'en parler, chers étudiants. Je vous remercie Jean-Audouard. Je vous propose de clôturer cet entretien sur ces belles phrases. Merci beaucoup. Merci et merci de fond du cœur. Et merci à tous, chers étudiants, pour votre confiance. Merci.